bien, ça ne fonctionne pas et les Français continuent à être très majoritairement opposés à cette réforme. Excusez-moi, je crois que ces arguments n'ont pas été donnés clairement à tous les Français. La preuve, c'est qu'il y a un très grand nombre de citoyens et de responsables qui disent comme un mantra, comme une répétition de chaque minute, qui disent mais la réforme est inutile et elle n'est pas urgente puisque notre système de retraite, nous dit-on, est équilibré et même, certains disent, excédentaire. C'est le rapport du corps. Oui, le conseil d'orientation de la retraite. Eh bien, l'excédent était de 3,2 milliards d'euros. Pas du tout. C'est le rapport du corps. L'excédent était de 900 millions dans la précédente livraison du rapport du Pour corps. 2021 et 2022 de 3,2 milliards d'euros. Les chiffres que nous avons avancés, qui sont les chiffres même du corps, que le plan a analysé, que personne n'a contredit. Je n'ai pas entendu une contestation de ce chiffre. Ces chiffres sont que, au-delà des cotisations légitimes que je décrivais, au-delà des compensations, quand l'État dit au régime de retraite, vous allez donner des avantages familiaux, par exemple, c'est normal qu'il compense puisque c'est lui qui décide. Ça représente à peu près 90 milliards. Et reste 30 milliards. 30 milliards, les chiffres, les mots passent si vite qu'on a l'impression que c'est pas beaucoup. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros chaque année, qui sont versés par le contribuable, et pire encore, ou plus grave encore, ou plus déterminant encore, qui sont mis à la charge des générations futures parce qu'on les emprunte et que c'est les générations à venir. C'est qu'il faut absolument réformer, quoi. Qu'il y a une urgence qui n'a pas joué. Oui, et qu'il faut aller à peine un peu plus loin que ce que je viens de dire. Contrairement à ce qui est avancé, les régimes ne sont pas équilibrés, l'État les subventionne à hauteur de plus de 30 milliards, et ce que décrivent les rapports que vous indiquez, c'est très simple, c'est que la situation va se détériorer entre 10 et 15 milliards. Je pousse votre raisonnement jusqu'au bout du bout du bout. Imaginons, le gouvernement prend le temps de faire la pédagogie, des semaines, des mois s'il le faut, et pourquoi ne pas proposer ça au référendum ensuite? Pourquoi ne pas dire aux Français qui ne sont pas des sujets mais qui sont bien des citoyens co-responsables, allez-y, prononcez-vous. Vous me prenez dans le sens du poil parce que j'ai toujours plaidé pour que cette réforme soit un jour, si on voulait qu'elle soit acceptée sans difficulté, la thèse que j'ai défendue comme citoyen, comme candidat à l'élection présidentielle, à chaque élection présidentielle où j'ai proposé un projet pour les Français, il y avait cette idée que, au bout du compte, si chaque Français a le sentiment que cette réforme, ou a la certitude que cette réforme, elle n'est pas faite pour des intérêts du gouvernement, ni pour des intérêts de la majorité, ni pour des intérêts idéologiques, ni pour des intérêts de classe. Elle est faite pour sauver le système de retraite. À ce moment-là, oui, ça aurait été une logique qu'elle soit ainsi proposée au référendum. Et pourquoi le gouvernement ne l'a pas suivi cette idée? D'abord parce que le gouvernement a le droit d'avoir sa propre vision et pas la mienne. Non, je pense que chacun prend sa responsabilité. Je suis pour une société de co-responsabilité. Alors, je trouve que entre le gouvernement qui a la responsabilité de l'exécutif et qui l'exerce, je crois, de la manière la plus sérieuse possible, entre le président de la République qui donne l'impulsion et un chef de parti, un responsable de la majorité. Oui, mais qui n'est pas, ça vous a changé, M. Macron. Donc ça veut dire que vous lui avez suggéré cette idée de proposer un référendum? Il y a des années que ce sujet occupe, bien entendu, les conversations et la réflexion des responsables de la majorité. Il demeure que c'est le gouvernement qui prend ses responsabilités. Et si vous interrogez tous les responsables politiques, je me mets de côté, ils disent tous, mais un référendum c'est pas sérieux, on est sûr de le perdre. Moi je ne le crois pas. Juste sur le référendum, ça pourrait être une porte de sortie si d'aventure il y avait blocage du pays. Est-ce que le gouvernement pourrait dire, mais écoutez, on vous a entendu, donc on soumet ça à référendum. Est-ce que ça peut être le gouvernement aurait. On n'en est pas aux portes de sortie. On n'est même pas à la porte d'entrée.
Donc on va avoir un débat parlementaire, on va avoir sûrement des tensions dans le pays. Alors justement, M. Bayrou, je voudrais m'arrêter là-dessus en instant, si vous permettez. Ces moments de confrontation. La porte d'entrée, pour reprendre votre et analogie, après, M. il y a Bayrou. d'autres étapes sur lesquelles on reviendra. La porte d'entrée, il y a déjà du monde devant. Hein. Donc les Français, nous l'avons évoqué, Benjamin, et les Français et les syndicats. Oui, pour la première fois depuis 12 ans, le front syndical est uni, malgré les semaines, les mois de concertation. Ça veut dire que ça n'a servi à rien, même les semaines supplémentaires que vous aviez appelées de vos voeux au mois d'octobre, ça n'a servi à rien. Tous les syndicats sont contre. Je ne crois pas du tout ça. Je crois exactement le contraire. Je vais essayer de vous le montrer. Ça a servi à deux choses, ou à deux éléments essentiels. À mon sens, ça aurait pu servir à trois. Parce que c'est 3 ou 4 mois supplémentaires que, en effet, j'avais proposés et qui ont été décidés, qui ont servi d'abord à des concertations approfondies, des discussions approfondies avec les syndicats sur des sujets essentiels, les carrières longues, la pénibilité, on reviendra sûrement sur ces aspects-là. Et tous les syndicats, sans exception, ont dit que ça avait été utile. Mais les positions n'ont pas changé. Attendez, les positions n'ont pas changé sur l'âge. Mais, oui, sur la réforme. Mais ce projet est un projet qui est beaucoup plus large que l'âge, et il faudra d'ailleurs qu'il le soit dans la réalité. Oui, mais l'âge, par exemple, attendez, laissez-moi aller au bout. J'ai dit 3 éléments. 1, les concertations, les discussions qui ont eu lieu avec les syndicats. 2, probablement l'élément le plus important. On a évité le risque incroyable pour moi, insupportable, qui était que les Français aient le sentiment que dans une réforme dissimulée, brutale, à la sauvette, par un amendement déposé un soir, on se mettait dans la situation de prendre à revers ou de prendre par surprise l'opinion. Ça, à mon sens, ça aurait été une rupture de ce contrat de confiance démocratique dont on a besoin. Une troisième chose qui aurait pu être cultivée à cette occasion, c'est de faire cette pédagogie profonde avec les chiffres précis, les données précises, les éléments précis de démographie. Vous trouverez aussi, pour ceux que ça intéresse, le rapport sur la démographie du plan. Je dis à tous ceux que ça intéresse, les rapports sur les chiffres que j'ai donnés sur les retraites, aussi bien que sur la démographie, vous allez sur plan.fr et vous allez avoir tous ces rapports précis. La question de la pédagogie, on va y revenir, mais pour reparler des discussions avec les syndicats, notamment pendant ce mois de délai que s'était octroyé le gouvernement. L'exécutif avait tout misé sur la CFDT en disant, bon, bah, malgré un désaccord sur l'âge, Laurent Berger va quand même saluer des avancées. C'est pas le cas, il a redit qu'il n'y aurait pas de deal. Qu'est-ce qui n'a pas marché il a avec la CFDT? les avancées. Alors, un mot sur... Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui lui décidera ce jeudi avec les syndicats? Un mot sur la démocratie sociale. Moi, je considère que le projet de la France, le projet républicain, démocratique du pays, impose un dialogue avec les organisations syndicales et une organisation du pays qui prend en compte ce dialogue. Je ne considère pas du tout les syndicats comme des emmerdeurs. Parfois, ils prennent des décisions que je ne peux pas approuver. Ce qui s'est passé à Noël avec le blocage des trains et qui a empêché un très grand nombre de gens et de gens seuls, un peu débordé à ce moment-là, et de gens seuls d'aller voir leur famille, j'ai trouvé que ça n'était pas juste. Après, là, en l'occurrence, les contrôleurs, ça sont les syndicats. Oui. C'est la base qui a dépassé les... Vous voyez, c'est la même chose. Si on avait une démocratie sociale qui fonctionne, ce type de dysfonctionnement ne serait pas arrivé. Donc, mais sur le fond et en règle générale, je considère qu'une organisation syndicale, une organisation des syndicats est utile. À l'intérieur de cette organisation des syndicats, à l'intérieur, il y a une sensibilité qui est très importante selon moi pour l'avenir du pays, c'est
ce qu'on appelle les réformistes. Ceux qui pensent... Ça, c'est la CFDT. C'est la CFDT, ils ne sont pas avec vous là sur cette Pas seul. réforme. L'UNSA appartient à cette sensibilité-là. Par moment et selon les sections d'autres syndicats, peuvent être de cette sensibilité-là. Une sensibilité qui pense qu'on n'est pas obligé de tout résoudre par l'affrontement et le conflit dans un pays. Pardon, là, ils appellent tous à l'affrontement et au conflit, et ils appellent tous au blocage. Et ils exhortent les Français à descendre dans la rue, ils espèrent 1 million de personnes comme en 95. Vous vous souvenez, vous étiez ministre de l'Éducation dans le gouvernement à cette époque. En 95, Juppé avait reculé. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir la même situation? Je pense que la mobilisation, c'est dans l'ordre des choses. Quand vous avez des grands sujets sur lesquels il y a des désaccords, c'est dans l'ordre des choses. Vous avez employé un mot qui n'est pas juste. Vous avez dit ils appellent tous à bloquer le pays, c'est pas vrai? Personne n'a appelé à faire Non, ils appellent à une journée d'action. Avec des grèves et donc avec des blocages. Et à utiliser tous les leviers pour faire reculer le Bloquer gouvernement. un jour, ce n'est pas bloquer toujours. Il y a déjà des préavis qui ont été déposés. Les syndicats ne veulent pas bloquer un jour, hein. Ils veulent que le mouvement soit durable et ils veulent qu'il dure jusqu'au retrait du texte. C'est comme ça qu'une société démocratique fonctionne. Est-ce que c'est fondé? C'est ça la question. Et c'est pourquoi je plaide pour cette pédagogie. Mais est-ce que vous voyez les mêmes serments qu'en 95? Je rappelle, une nouvelle fois, vous étiez au gouvernement, donc vous étiez aux affaires, vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez les mêmes éléments? Est-ce que vous pressentez les mêmes choses? Pas vraiment. Il y a une différence essentielle, c'est que... Vous voyez, M. François Bayrou dit certaines vérités, et c'est vrai, mais après il s'est toujours présenté à certaines présidentielles, il a toujours été refusé, toujours mis de côté, il a toujours été éjecté de tout ce qui était élection présidentielle, mais il dit beaucoup de vérités, donc voilà. Par exemple, comme ça, il aurait dû passer à la présidence de la République, mais personne ne veut l'accepter. Ça a été dit hier dans les médias, donc voilà. Il s'est présenté au début des années 2000, après les années 2000, bien avant la pandémie, tout ça et tout. Enfin bref, voilà, il a toujours été refusé. Mais après, bon, il faut que les gens ils entendent la vérité, donc voilà, c'est tout. La réforme de retraite, il ne faut pas la faire. Et ils avaient dit qu'ils augmentaient les retraites de 4% la dernière fois dans les médias, en 2022. Donc voilà, augmenter les retraites de 4%. Et puis voilà, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème et il n'y aura pas de bordel dans la rue. Allez, salut, ciao.